trois directions. Le nouveau circuit de visite va commencer ici. On a travaillé dans trois directions. L'extension du circuit. On a ouvert 4 nouvelles salles. On en a restauré 3. On a travaillé sur la densification du récit, en l'accent vraiment autour de 2 grandes époques, celle du marquis de Hautefort, qu'on on va découvrir maintenant, et de son intendant dans les cuisines, et la baronne de Bastard, qui a porté Hautefort depuis 1929, et maintenant nous-mêmes en tant que famille. On a aussi beaucoup travaillé sur la médiation. Comme je vous le disais, on a des nouveaux médias, on a rendu une visite plus concrète, à la fois historique et pédagogique. On a beaucoup d'éléments tactiles aujourd'hui dans la visite. Dans la circulation de cette pièce est très libre. On n'a plus les barrières et tout comme ça. C'est terminé, ça fait partie de l'immersion. Et puis on a du nouveau média sonore, visuel et sensoriel. Il y a un média sensoriel que j'aime beaucoup ici, c'est l'odeur du pain. Donc aujourd'hui notre boulanger n'est pas là, mais très souvent, et là on a entre juin et septembre, on a tous les jours plusieurs ateliers de pain, on rentre dans la cour. Et la surprise qu'on a, c'est une odeur très domestique, très chaleureuse, celle du pain. Donc moi j'aime bien, je suis à tôt le matin, donc qu'est-ce que je fais? Je vais choper une brioche, je fais une niche de pain. Alors on y va, je vous propose de rentrer, de commencer la séquence. Voilà, fermez un petit peu. Voilà. Et en effet, les visiteurs vont pouvoir s'asseoir sur ces chaises d'ailleurs. On est dans une antichambre, le 12 août 1671, et le marquis de Hautefort reçoit Colbert. Et il a envie de faire bien les choses. Et traditionnellement, un circuit à l'époque, c'était une antichambre, qui était là où on faisait patienter les visiteurs, plus ou moins longtemps selon leur importance. Colbert, il a pas ici, il est venu, il n'a pas beaucoup attendu. Quelqu'un qui venait demander quelque chose de marqué avait des chances d'attendre un peu plus. Sa chambre et son bureau, qui est à la fois un élément de travail, de discussion, de négociation. Et comme toujours au XVIIe siècle, la vie privée et publique était tout à fait intégrée. Ici, on a fait un travail de restauration. Beaucoup de choses ne se voient pas, mais parce qu'elles ont été bien faites. On a repris l'ensemble des murs et des peintures qui étaient très abîmées pendant l'incendie de 1968, pas parce qu'elles avaient brûlé, mais parce qu'elles avaient reçu des hectolitres d'eau et qui sont terriblement gondolées. Mais on leur a rendu la vie, on a fait ressortir les couleurs, tout en gardant une patine générale. On a évidemment repris des choses, repeint le plafond, on a installé un très beau lustre en bronze du XVIIe siècle. On a retravaillé ces rideaux. Quand je vous parlais d'artisans, c'est la 2e génération de la famille Lasconge-Arias, qui est basée au Lardin, qui a fait ces tissus. Et c'est même Monsieur Lasconge-Arias père qui m'a dit, écoutez, Pierre, ce serait bien qu'il y ait ce motif-là. Et c'est un plaisir on travaille aussi dans la pièce à côté, c'est un plaisir pour 2 générations comme ça, de qualité, de savoir-faire, de les voir continuer et d'en bénéficier ici. Alors on a organisé cette visite avec une animation sonore enfin très immersive, intéressante, qui met en scène les différents personnages. Ce que je vous propose, c'est qu'on la lance maintenant, on l'écoute 2 minutes, on se rend compte de ce que le visiteur vivra, et ensuite on passera à côté. Venez par ici, venez. La fête bat son plein dans notre bon château, mais plus grande encore est le plaisir que je prends à réunir 2 beaux esprits tels que les vôtres. Madame ma sœur, comment vous remercier de l'honneur que vous faites à notre marquisat en ayant organisé la venue de Monsieur Colbert, contrôleur général des finances, secrétaire d'État de la Maison du Roi et de la Marine. Monsieur le Marquis, je vous remercie pour cet éloge. Mais disons plus simplement que je suis au service du royaume. Et toute proportion gardée, la gestion que vous faites de vos gens et de vos biens semble en tout point d'une qualité comparable à la mienne. Monsieur Colbert, mon frère, Jacques-François d'Hautefort, a fait sien vos principes. Il en
Il en est ainsi de cette fête et de ces divertissements qui participent de l'art de gouverner. Tout comme la chasse de ce matin sur vos terres. Ou encore le plaisir non dissimulé que prennent vos gens dans ces parties de lance-quenet et de tric-trac. Comme s'ils étaient à la cour du roi. Enfin, tout cela contribue à l'équilibre. Alors, on va pouvoir passer dans les pièces. Ce qui est important, c'est que, Monsieur le ministre, avec l'animation, j'accepte on est volontiers forcé ces de ralentir. car Et la certaines pénombre, on fait rumeurs ressortir les me détails, on est tracent. forcé de passer du temps à les regarder. On s'est aperçu qu'en mettant ces pièces Et je l'ai dans une trouvé. ambiance plus sombre, Avec la construction les détails du ressortent. hospice pour Ils les sont pauvres, cachés, mais ils comme ressortent. une extension Trop de lumière cœur aplatie du comme on château sait dans les le choses. monde. Donc on aime beaucoup cette nouvelle Les affaires et version. la Alors, on va passer gestion dans la serrée de mon chambre. domaine me tiennent si loin de la cour de notre pays. Alors, dans la chambre, nous avons mené un travail de restauration complet au travers de la restauration des cuirs de Cordoue qui sont ici, qui sont des auteurs de cuir du XVIIe siècle. Nous avons retravaillé les boiseries, restauré les meubles, ce lit vient d'être fait par l'entreprise de l'Esponge Gas. On peut vraiment y dormir. Cette chambre est intéressante, elle a été celle du marquis de Hautefort au XVIIe siècle. Elle a accueilli la reine-mère d'Angleterre, qui avait été invitée par la baronne de Bastard en 1978. Elle est aujourd'hui au centre de cette visite. On y présente ce qui fait la vie au XVIIe siècle, avec une table sur laquelle on est à la fois près du feu, on peut recevoir quelqu'un, on a de quoi déjeuner ou dîner. Il y a un détail que j'aime bien sur cette table, alors on est un petit peu dans le noir, mais ici nous avons des gros coups de chaussures qui brillent. Au XVIIe siècle, on était extrêmement copiés. Les hommes avaient des talons rouges, façon de butin, et on avait des boucles de chaussures. Et elles sont authentiquement du XVIIe siècle. Elles ont été créées par un joaillier qui s'appelait M. Strass, et qui a inventé en quelque sorte le brillant, qui a donné son nom aujourd'hui au Strass, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble au diamant et qui évidemment n'est pas du diamant, mais M. Strass travaille des pierres du Rhin, et on en a un exemple ici. Alors on a organisé la visite, on peut circuler, il y a des systèmes de fixation discrets, mais l'idée c'est de pouvoir vraiment circuler dans la pièce, avoir un éclairage très tamisé qui fait ressortir les détails. On voit que les choses brillent davantage. Je vous invite à regarder les cuirs de Cordoue qui sont très clairement, qui retrouvent leur force avec cet éclairage. Un côté un peu plus autour de la religion. Le XVIIe siècle est un siècle très religieux et donc il est très typique d'avoir un lit, une partie un peu offertoire et une autre partie un peu plus intime qui est cachée derrière le paravent parce qu'on n'est pas encore à l'époque des salles de bain. Voilà. Donc on a gardé ce qui faisait la force de cette pièce, c'est-à-dire le cuir, sa proportion. Et on a souhaité lui redonner vie, exactement comme elle a dû être, à l'époque. Alors on va passer dans la troisième pièce. Alors ici, c'est la pièce qui, il y a 6 mois encore, était une salle de bain. Ça a été la salle de bain où la reine-mère d'Angleterre qu'elle a utilisée. Le baignoire était là. Et moi, ça faisait des années que ça me faisait souffrir d'avoir cette pièce qui est au cœur du château en salle de bain. Elle n'était plus vraiment utilisée. Une salle de bain des années 70, on s'est dit qu'on pouvait faire mieux quand même. Et compléter cette séquence avec une pièce qui a sûrement dû servir autre chose qu'une salle de bain. Elle jouxtait la chambre du marquis. Être un bureau, une étude, était une vocation évidente. Alors c'est une salle qui est importante. Elle est ancrée avec une séquence de 3 personnages qui sont Louis XIV ici, sous la forme d'un tableau récemment acquis par la famille pour la fondation de l'atelier Lebrun.
de l'autre côté le marquis de Hautefort, parce que si on était marquis de Hautefort, on était proche, très proche de grand personnage de la cour, il fallait qu'on ait un portrait Louis XIV chez soi. Il n'y avait pas le choix. C'était un symbole d'allégeance et politique. Et entre les deux, un buste de Colbert, qui est un moulage en plâtre, mais du XVIIe siècle, qui était dans la collection familiale et qui est mise à disposition de la Fondation. Pour compléter cette pièce, il y a un détail que j'aime beaucoup. Les trois ont un ruban bleu. Alors ce ruban bleu, c'est l'ordre du Saint-Esprit. On voit la croix du Saint-Esprit ici. L'ordre du Saint-Esprit, c'est une super légion d'honneur de l'Ancien Régime. Louis XIV, évidemment, en fait un instrument politique. Et Colbert et le marquis de Hautefort l'ont reçu ensemble le même jour. Ils étaient de la promo 1661, qui est vraiment le basculement de Louis XIV dans un pouvoir politique extrêmement centralisé et contrôlé. Il y avait 100 membres, pas davantage. Ils avaient tous le cordon bleu, d'où l'appellation cordon bleu d'ailleurs, comme symbole de qualité et de spécialité. Et ils ont tous les deux reçu, des mains de Louis XIV, cet ordre du Saint-Esprit, le 2 janvier 1661. Donc ils étaient proches, et Jacques-François d'Hautefort était un homme important pour le régime, parce qu'il avait un immense domaine ancré par le château, et ensemble, Colbert et Hautefort ont préparé l'armement de la flotte du Ponant, qui était la flotte que Louis XIV a envoyée vers le Canada et le nord de l'Amérique. Et tout autour de Hautefort, il y a des forges denses. Il y a ceux qui connaissent bien la région savent que la Dordogne a été un département, le Périgord, une région sidérurgique importante. Et d'une certaine manière, en filigrane, on rend un peu hommage à cette histoire qui a commencé au XVIIe siècle, un peu ici, dans la région, et qui s'articule au XVIIIe siècle. On attend encore 2 canons en fonte ancien qu'on montrera dans la pièce à côté. Voilà, donc on a rassemblé des choses qui étaient déjà parfois au château, ou qu'on a acquis avec un ensemble authentiquement du XVIIe. Là aussi, on a une animation immersive qu'on peut déclencher, qui est un dialogue imaginé entre Colbert et Jacques-François de Hautefort. Et à nouveau, on a ce temps un peu d'écoute et de réflexion. Marie de Hautefort est tout à fait étonnante. Elle est à la fois glorieuse et précieuse. Oh, pardonnez-la, monsieur. Elle est naturellement taquine, mais comme elle fait preuve d'une grande piété, elle sait régler ses railleries les plus fines afin de ne jamais offenser personne. Pour moi, tant que l'impôt est levé, elle peut bien garder son franc-parler. Savez-vous que l'on attribue la maxime que voici? C'est un art que de plumer loi pour obtenir le plus de plumes avec le moins de tri possible. L'étage principal, la grande, ce qu'on appelle la salle des cheminées, qui est une salle fondamentalement seigneuriale. Alors, on respecte pas. Alors nous sommes ici dans la salle des cheminées, qui est la plus grande salle du château. Je ne connais pas très bien sa taille, mais elle est franchement très grande et très haute. Elle est d'inspiration seigneuriale, c'est-à-dire quand Jacques-François de Hautefort reconstruit Hautefort entre 1640 et 1670, il garde tout de même une très grande salle qui évoque les donjons d'autrefois. Et de cette manière, il marque l'appartenance de sa famille très ancienne. Dans d'autres châteaux du XVIIe, il y a des successions de salons. Ici, il y a cette salle immense qui marque cet héritage pour Jacques-François de Hautefort. Elle a brûlé pour l'incendie de 1968.
Donc elle a été reconstruite dans les années 1970, avec évidemment, comme aujourd'hui, des artisans locaux. Et depuis l'année dernière, nous ouvrons complètement à la visite. On laisse une déambulation des visiteurs. J'en profite quand même pour dire qu'il faut 6 heures de travail pour ouvrir tous les jours autour à la visite. Il faut 6 heures de travail. Entre 6 heures pour Pardon 6 heures pourquoi de travail pour ouvrir Hautefort à la visite. D'accord. Entre le mardi à 18h et le mercredi à 10h du matin, il y a 6 heures de travail qui sont faites par notre gardien-chef et notre agent d'entretien, Stéphane et Afida, parce que tous les parquets sont faits à la main. Il n'y a rien de vitrifié ici. Tout est ciré. Et on sent par moment d'ailleurs dans certaines pièces. Et quand on a 800 ou 1000 personnes qui passent par jour, le lendemain, il faut qu'à 10h du matin, la cour soit ratissée, les parquets aient été passés, les fleurs sont en place, comme dans une maison qu'on a envie qu'elle soit bien tenue. C'est aussi simple que ça, et ça se voit pas, ça fait partie des choses où c'est un peu une définition du luxe parfois. Le luxe, c'est aussi ce qu'on ne voit pas, ce qui s'est passé sans qu'on le voit, et qui donne une expérience extrêmement homogène. Comme ça. Alors on va rentrer dans la partie, on va passer rapidement dans la partie du département de la baronne de Bastard depuis le début du XXe siècle, qu'on occupe familialement encore aujourd'hui, qui sont néanmoins ouverts à la visite quand on n'est pas là en famille. C'est vraiment des pièces de vie. Elles sont rangées, mais parfois elles sont moins rangées que ça. Et c'est aussi des pièces où il y a des collections, des choses qui ont une histoire, qui ont été dans la famille de ma femme depuis plusieurs générations, et qui ont été récemment achetées pour la fondation et pour vraiment embellir un peu la visite. Alors on va aller les voir. Oui, là il y a un peu il y a du portrait de famille avec plusieurs générations. Au centre de la table, il y a Michel David Veil. Et je voudrais dire un mot de Michel, qui était le père de ma fille. Michel David Veil a vraiment porté Hautefort, culturellement et financièrement aussi. Il a aidé sa tante, la baronne de Bastard, dès le départ. Elle avait consacré sa fortune à la restauration d'Hautefort entre 1930 et l'incendie en 68, et puis il a fallu qu'elle reparte de zéro. Et au bout du compte, ça devenait un peu difficile. Elle a vraiment, Hautefort était son enfant. Michel David Veil et Hélène ont repris la fondation au tournant il y a 25 ans, mais Michel l'avait aidé plus financièrement. Il a été un grand mécène du patrimoine français et américain, président de la Banque Lazare et amoureux de l'art français, de toutes ces époques. Moyenâgeux, évidemment XVIIIe siècle, il y a des grands collectionneurs du XVIIIe siècle, grands mécènes de monuments privés, publics, et personnage un peu central de la fondation. C'est pas facile de passer derrière lui, mais c'était quelqu'un d'important. Et sa femme, Hélène David Veil, avant d'être présidente de la fondation, était présidente du musée des arts décoratifs à Paris, qu'elle a complètement reconstruit, et on s'est un peu inspiré avec elle aujourd'hui d'un mélange entre le beau et l'utile, le vivant, l'intime et le partagé, et c'est un peu ce qui nous anime dans ces pièces. On a récemment découvert un truc, quelque chose, c'est que ce tableau qui avait été acheté par le père de la baronne de Bastard, a été spolié par les nazis quand ils sont arrivés en 1940 à Paris. Et j'ai retrouvé, mais vraiment par hasard, en faisant des recherches un soir d'insomnie, j'ai trouvé des photos de ce tableau à Neuschwanstein en Bavière. Les Allemands ont remporté des milliers d'œuvres d'art et les mettaient en scène. Alors les meilleures œuvres étaient mises en scène dans les meilleurs châteaux allemands. Donc Neuschwanstein, le château de Bavière, qui a donné son inspiration
à Disney. Et il y a une photo du tableau présenté là, parmi d'autres. Et les aides de camp du maréchal Göring ou de Hitler venaient faire leur shopping. Et au dos du tableau, il y a une marque d'inventaire de l'organisme allemand de spoliation qui s'appelle l'ERR. Et c'est pas une marque familiale, c'est une marque des Allemands. L'histoire a tourné dans le bon sens, heureusement, pour tout court. Et ce tableau est revenu à trouver son chemin ici. Il représente un sculpteur du XVIIIe qui s'appelle Pajou. Il a été peint par le fils de Pajou. Et de manière intéressante, dans la pièce à côté, on a un buste fait par Pajou qui représente le peintre qui a fait les dessus de porte. Alors c'est parfois un peu du hasard, mais si ça, c'est un témoignage que ces artistes à la fin du XVIIIe siècle étaient un petit club qui bossait ensemble. De même qu'au XVIIe, il y avait Le Vau, Le Nôtre, Questvox, dont on a le buste en bas. Au XVIIIe, Hubert Robert, Fragonard, Pajou, Sauvage, le peintre qui a fait ses grisailles, travaillaient ensemble. Et les grands collectionneurs du début du XXe siècle ont aussi réuni ces gens ensemble, à nouveau, dans des maisons privées. Donc on en a un petit témoignage ici, qui a un aspect public et des reconnus d'utilité publique. On travaille en partenariat avec l'État. Il y a des exigences. On ne peut pas. Le but d'une fondation, c'est de consacrer les énergies et les moyens vers un but unique, qui est la restauration de notre fort en l'occurrence. Et il y a un cadre pour ça. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a un conseil d'administration, il y a des représentants de l'État. On est constamment en relation avec eux. Et je les remercie parce que ça se passe très bien. Chacun fait son travail et la part de responsabilité qui lui incombe. Alors là, il y a un cahier des charges très précis, du coup. Oui, il y a un cahier des charges précis. Oui, les fondations de reconnues d'utilité publique sont placées sous l'égide et le contrôle du ministère de l'Intérieur. On travaille avec les monuments historiques. On a nous-mêmes un plan à 10 ans, à 5 ans, sur le parc, la visite, les châteaux. Il y a un entretien, j'ai envie de dire, on part. Aujourd'hui, on se réunit autour de la fin du travail, mais il y a un entretien caché à la mesure un peu en témoignage de la vie au XVIIIe siècle, c'est-à-dire une vie quand même plus confortable et moins austère qu'en bas. On a le droit d'avoir une vraie salle d'eau, une salle de la moderne. On a le droit d'être confortable, on a le droit de lire un bouquin là, on a le droit d'avoir des choses plus intimes. Donc c'est vraiment le 18e, mais toujours avec le raffinement et cette qualité de vie. C'est super. Et là, on est ouvert toute cette partie est ouverte à la visite. Là, il y a une salle de bain aussi très. Avec les vues le matin, ce matin, il y avait la brume. Wow. C'est canon. Ça, c'est quelque chose. Là, on passe par ce qu'on appelle la salle de bain de monsieur, qui avait été aménagée par Michel David Veil, un peu dans le goût 19e, Fontainebleau, c'est un peu différent, avec des éléments vraiment très anciens et puis des choses élévatrices d'autres choses, des douches quand même. C'est ici.
j'ai reçu un coup de téléphone qu'il y avait le feu au château d'Ostende. Alors j'ai fait sonner un sirène, on faisait sonner 3 coups comme c'était vrai. Et on est vite parti pour essayer de faire quelque chose d'en haut. Et là, malheureusement, c'était les étages, comme on a la voiture, tout était là. En fait, c'est ça qui a réveillé, qui nous a réveillés, quoi. Hein. C'est le claquement des argones qui, sous l'effet de la chaleur, éclatait. Les jours qui ont suivi l'incendie, c'était affreux. Tous les matins, je me réveillais en me disant « Non, ce n'est pas vrai, Hautefort n'a pas brûlé !» C'était le seul moyen de tenir le coup, de me rendre en larmes. Comme je vous l'ai dit, le film qu'on a vu est encore en mode bêta. On voit quelles elles sont, les transitions, les images, etc. Mais ouais, il est bien. L'idée, c'est que ça envoie un peu sur ce qui était pour le château et les alentours un drame. Et on voulait rendre hommage à ceux qui n'ont pas voulu qu'Hautefort disparaisse. Et ça a été une mobilisation évidemment très importante à l'époque. Pas facile parce que beaucoup de gens ont dit attendez, c'est une carcasse maintenant, oubliez quoi, passez à autre chose. Et il y a eu des discussions avec Malraux, il y a des gens qui auraient pu soutenir plus, qui n'ont pas soutenu. Il y en a beaucoup qui ont donné énormément. Il y a une souscription, la parole de Bastard est allée à la télévision, faire un peu il y avait une émission qui s'appelait Chef-d'œuvre en péril et on la voit le film est disponible à l'INA, ce serait amusant si ce n'était pas émouvant et dramatique. Il y a une mobilisation très forte de la région. Ça a vraiment donné un élan, ça lui a donné l'énergie, je pense, de recommencer. Une cigarette et 40 ans de travail qui part dans la nuit. Donc ça, évidemment, ça fait vibrer beaucoup de choses. Et c'est une manière aussi de répondre au public qui se dit mais pourquoi est-ce qu'il y a du béton ici, etc. Quelle est l'histoire de ce lieu? Donc on voulait montrer un peu l'envers du décor. Et ici d'ailleurs c'est un décor. La transition, c'est que un film a été tourné ici. Il y a toujours eu énormément de tournages à Hautefort. Il y a un film en 2016 qui s'appelle La mort de Louis XIV, tourné par Albert Serra, qui est un réalisateur espagnol, avec Jean-Pierre Léaud dans le rôle titre, qui était présenté à Cannes. Ils sont venus tourner ici pendant 2 mois et ils nous ont laissé le décor. C'est un décor, c'est pas la même chose que là-bas, mais on le laisse comme espace de respiration un peu plus pour les enfants. On peut regarder un peu par la fenêtre pour les parents, les enfants faire un peu de vidéo. Il y a cette idée qu'il y a plusieurs temps dans une visite et en même temps on reste dans la véracité d'un décor de cinéma. Et on a refait l'espace suivant, qui est un espace d'exposition sur le cinéma à Hautefort. Alors en plus on avait un peu de fresques, ça montre aussi comme calme. Est-ce que vous avez l'idée du nombre de films qui ont eu le décor? J'ai envie de dire sur une trentaine, puis depuis que le cinéma existe, ouais, je pense, ouais. Alors dans tous les registres, évidemment beaucoup d'historiques, mais pas seulement, beaucoup d'acteurs. Là on a un portrait en grand de Sharon Tate, qui est venu tourner avec David Niven 2 ans avant sa mort. On a eu Jacques Moreau qui est venu, on a eu des films beaucoup moins connus. Là on a un petit tableau sur les souvenirs de tournage, parce que évidemment il y a des gens du village, de la région qui viennent. Il y a aussi des intermittents, etc. Et on est un tournage de public. Ça c'est quand même sympa. Voilà, avec cette belle salle comme ça qui est aussi ouverte sur l'extérieur. Je vous invite à jeter un coup d'œil parce que les jardins à la française c'est toujours nouveau par définition. Et donc là on peut vraiment les voir. Avant cette salle était un résidu du décor de cinéma. Ça ne montrait pas assez bien ce que c'est vraiment.
vous ne voyez pas les extérieurs, et donc on a choisi d'ouvrir vraiment et d'avoir ce lien entre l'extérieur et le cinéma. Et quelques images, ça c'est un film avec Drew Barrymore, qui nous attire une fidélité du public américain. Toute personne qui a entre 35 et 55 ans aux États-Unis a vu ce film. Et donc on met des extraits comme ça pour rendre compte de ce que c'est. C'est vrai que je suis venu un jour où il y avait un tournage et j'ai vu 3 figurants comme ça habillés, c'était pour le film d'Albert Serra, 3 figurants et tout d'un coup je me suis dit, c'est moi, ils étaient dans la cour, il n'y avait personne d'autre, ils étaient en costume. Heureusement il y avait un paquet de cigarettes, mais à l'extérieur, bien sûr. De l'intendant du château de Hautefort le jour où Colbert arrive et faut que ça pulse quoi. Donc, alors, comme on est nombreux, on peut se dispatcher un peu. L'idée c'est d'avoir un espace ici qui est celui de l'intendant, qui reçoit les denrées, qui a les livres de compte, on va encore un petit peu le peupler, mais l'intendant était l'homme clé du domaine. Il gérait à la fois le staffing, les récoltes, le commerce. Aujourd'hui, il y a encore 300 hectares qui sont à la fondation, sous la forme de fermage et de forêt. Il y en avait encore bien plus évidemment au XVIIe, il fallait gérer tout ça. Et à l'époque, une grande exploitation, un grand territoire comme celui-ci, fournissait tout. Les 2 seules choses qu'on achetait, c'était le sucre et le café. Et le sel d'une certaine manière. Des denrées hyper rares, hyper chères, elles étaient sous clé. C'était l'intendant qui veillait au bon approvisionnement.